Merci de nous rejoindre sur For You Media Africa, nos différentes plateformes Facebook et YouTube For You Media Africa, ainsi que sur la 96.3 FM For You Radio. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Deux actualités attirent notre attention dans cette émission. Notamment l'arrestation de deux ressortissants français du côté de la République centrafricaine. Ceux-ci n'avaient pas des passeports et des visas à jour. La République centrafricaine a vu en cette attitude, après le refus de visa pour la République centrafricaine, des actes subversifs. Voilà, on revient sur cette actualité dans cette émission, bien sûr. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera également de la force Barkhane qui démarrait donc avec Serval du côté du Mali. On revient sur cette coopération, du moins sur cette mission du côté du Mali qui a célébré ses 10 ans le 11 janvier dernier. C'était hier. On reviendra notamment sur un bilan scabreux de cette force française du côté du Mali. 10 ans après l'échec, on s'interroge pourquoi cela, alors que cette mission avait été accueillie avec beaucoup de joie lorsque le président François Hollande, bien sûr, l'a démarré sur le territoire malien. Voilà pour les sujets d'actualité que nous éplucherons sur ce plateau, et pour le faire, nous aurons des panélistes triés sur le volet. Mais avant d'entrer de plein pied dans ce débat et décryptage, bien sûr, de ces actualités, je vous propose le round-up de l'actualité d'hier soir et de ce matin. Bien sûr, ensuite, ce sera la revue de presse avec Nguéné. Bienvenue à tous dans For You Matin, qui démarre tout de suite. Officiellement, il s'est agi de parler de coopération, notamment sur les aspects sécuritaires, humanitaires et même de développement entre Paris et Ouagadougou. Cependant, la visite éclair de Chrysoula Zakharopoulou a plutôt l'air d'une stratégie de rabibochage d'une France envers le pays des hommes intègres, un Burkina Faso plus que jamais déterminé à affirmer sa souveraineté. Arrivé dans un contexte difficile, marqué par des relations tendues entre les deux pays, la secrétaire d'État français a surtout brillé par un florilège de propos, disons, n'être pas venu influencer les décisions des autorités burkinabées. À en croire Chrysoula Zakharopoulou, rien ne sera imposé au Burkina Faso, même pas l'ambassadeur Luc Alad, dont les autorités de la transition burkinabé ont exigé le rappel. Aussi, Paris veut faire croire à l'Afrique et au monde entier que cette nouvelle stratégie ne vise pas à imposer la présence militaire française au Burkina Faso, notamment le camp militaire de Kamboinzen, qui abrite le contingent des forces spéciales de la force Sabra, dont les résultats sur le terrain sont comparables à un coup d'épée dans l'eau. Il semble donc évident que par tous les moyens et à tous les prix, la France ne veut pas abdiguer. Mais pourquoi ? Pourquoi tant d'obstination pour le Burkina Faso? Pourquoi la France tient-elle impérativement à rester? Pour quels intérêts sur un territoire où pourtant des voix s'élèvent jour et nuit demandant une rupture immédiate et totale avec l'ancienne puissance colonisatrice? S'il est vrai que pour l'heure, le Quai d'Orsay joue à la sourde oreille, il semble plus encore évident, au regard des actes posés par les autorités de la transition soutenues par le peuple, que les temps ont bien changé. L'époque où Paris dictait ses règles au Burkina Faso, plus que jamais révolue. Le chef de l'État malien, le colonel Assimi Goïta, a reçu la Mamra le mardi 10 janvier. Ce dernier l'a informé du contenu d'un message oral de son frère, le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune. Cette visite, justement, de la Mamra s'inscrit dans le cadre de l'effort continu de renforcement des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays frères, ainsi que l'accélération du rythme de mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation émanant de l'Algérie, et ce en raison de son importance capitale dans la préservation de l'unité, de la souveraineté et de la stabilité de la République du Mali et de toute la région. M. Lamamra a également eu des entretiens bilatéraux avec son homologue malien, ministre justement des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. De même avec le ministre chargé de l'accord de paix et de réconciliation, le colonel Ismaël Ouagui. Lamamra a également rencontré les représentants des mouvements financiers signataires de l'accord d'Alger. À l'issue donc de sa visite,
Le ministre des Affaires étrangères algérien, M. Lamamra, a présidé une réunion de coordination du groupe international de médiation au siège de l'ambassade d'Algérie à propos du Mali, dont les membres comprennent des représentants des pays voisins et des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Outre les organisations internationales et régionales concernées, notamment les Nations Unies et l'Union africaine, Communauté ouest-africaine et Organisation de la coopération islamique. C'est une affaire digne d'un remix de celle du 10 juillet 2022 au Mali, où 49 soldats ivoiriens ont été happés par les forces maliennes du maintien de l'ordre. Aujourd'hui, ce sont 2 ressortissants français qui ont été interpellés par la police aéroportuaire à leur arrivée en terre centrafricaine, plus précisément à l'aéroport Bangui Poko. Selon des sources fiables et dignes de foi, les 2 individus ne disposaient pas de visa à jour. Pour cause, la demande de prolongement de visa des 2 Français aurait été rejetée par l'ambassade de la RCA à Paris, et ce, sur instruction du ministère centrafricain des Affaires étrangères. Les 2 intrus ont fait le choix d'entrer en terre centrafricaine avec leur visa déjà expiré. Une démarche qui va leur coûter la confiscation de leur passeport et leur arrestation pour besoin d'enquête. Selon la version fournie par les interpellés aux autorités centrafricaines, ils sont en mission de travail pour la MINUSCA. Dans leurs effets confisqués lors de leur interpellation, des badges onusiens ont été retrouvés avec une période de validité qui s'étend jusqu'au 31 décembre 2023. Des preuves qui font dire à l'opinion politique et publique que ces hommes seraient plutôt en mission d'une toute autre nature. D'autant plus qu'après investigation, il s'avère que les individus arrêtés sont des anciens militaires. Un élément fort, bien important, qui fait penser aux personnalités publiques qu'il s'agit d'une thèse du complot de déstabilisation. Nous sommes heureux de le rencontrer, puisque c'est notre libérateur. On est très content de le voir à côté de nous, parce qu'il nous a libérés de ces bandits armés. 11 janvier 2013, 11 janvier 2023, cela fait 10 ans jour pour jour que la France volait au secours du Mali dans sa lutte anti-djihadiste via l'opération Serval. L'intervention de Paris était une réponse à la demande d'urgence formulée par Diokounda Traoré, alors président malien de la transition, suite à la progression des combattants djihadistes vers Poti et la capitale Bamako. Le président français François Hollande, qui juge inacceptable la situation dans laquelle est plongé le Mali, dont la plupart des villes sont prises en possession par des groupes armés, décide d'agir. En janvier 2013, les blindés français déferlant les routes du nord et de l'est pour libérer Gao, Kidal, Tombouctou de l'emprise djihadiste sont acclamés par des liesses de population. En 15 jours, les grandes villes du pays sont libérées. En visite à Tombouctou et Bamako, François Hollande est salué et acclamé tel un héros. Après 10 ans d'existence, l'opération Serval, devenue par la suite Barkhane, est terminée. La fin officielle de cette opération anti-djihadiste au Sahel est annoncée en novembre 2022 à Toulon par Emmanuel Macron. Nos interventions doivent être mieux bornées dans le temps, et ce dès le début. Nous n'avons en effet pas vocation à rester engagés sans limite de temps dans des opérations extérieures. C'est aussi pour cette raison que j'ai décidé, en concertation avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Le bilan, quant à lui, est amer. La France, selon de nombreux Maliens, a échoué dans sa mission visant à stabiliser le Sahel. 10 ans, il faudrait voir les objectifs de départ. On peut citer entre autres neutraliser les terroristes. Est-ce que les terroristes ont été neutralisés? La réponse évidemment c'est non. Les mêmes groupes ont continué d'exister. Il y a eu même la création de nouveaux groupes terroristes, notamment Al-Mourabitoun et ensuite l'autre là, Daesh au Grand Sahara, donc IGS. Donc non seulement l'opération n'a pas neutralisé les groupes terroristes existants, mais il y a eu la prolifération de nouveaux groupes jusqu'à occuper cette zone qu'on a fait appeler zone des 3 frontières.
Autre objectif, le retour des réfugiés. Est-ce Barkhane Serval a permis de faire revenir les réfugiés? La réponse évidemment c'est non. Il a failli cette prise en main par le Mali de ce dossier pour que quelques réfugiés reviennent maintenant au Mali. Autre objectif, il a été question de permettre au Mali de recouvrir l'intégrité de son territoire. L'intégrité de son territoire. Est-ce ça a été le cas? La réponse est non. Bien au contraire, le Burkina aussi a été paralysé. Ensuite, autre objectif, il était question de former, d'équiper l'armée malienne. Est-ce que l'armée malienne a été formée? La réponse est non. Depuis 1960, la France dit former les militaires ici, dans ce qu'elle appelle son précaré. Mais qui a été formé? Contre qui? Qui a pu faire quoi? Rien. D'où le partenariat avec les risques maintenant qui est très gagnant, qui est très fructueux. Regardez, le Mali recouvre presque l'ensemble de son intégrité territoriale. Centrafrique, la même chose. Donc, quand on parle d'équipement, mais est-ce que la France a livré quel char au Mali ou bien quel avion? Rien. Pas de drones, rien. Et le Mali aujourd'hui, grâce à son partenariat avec la Russie, le Mali a des chars. Et le Mali a eu des chars, des drones avec la Turquie, et des avions de chasse avec la Russie. Mais où se trouve le partenariat avec la France? Qu'est-ce qu'on peut montrer du doigt? Il n'y a rien. Donc, conclusion, cette opération n'a servi à rien. La frénésie des populations acclamant leur libérateur a donné lieu à des slogans hostiles à la France du genre « Barkhane dégage ». De nouveaux pouvoirs de Bamako, désormais tournés vers de nouveaux partenariats, pointent du doigt le jeu trouble de Paris, accusé de soutien aux terroristes. Les autorités maliennes vont plus loin. Le Conseil de sécurité de l'ONU est saisi. Soutenant avoir plusieurs éléments de preuve, le Mali parle de violations flagrantes de son espace aérien et en servi à la France pour collecter des renseignements au profit de groupes terroristes opérant dans le Sahel et pour larguer des armes et des munitions. Le pays dirigé par le colonel Assimi Goïta se dit déterminé à mener sa lutte contre l'insécurité, mais prêt à traiter avec des partenaires qui respectent sa souveraineté et ses choix stratégiques. Nous restons ouverts à tous les partenaires. Ce que nous avons, notre souci, c'est comment assurer la sécurité du Mali, la sécurité des Maliennes et des Maliens. Et quelles sont les réponses et les offres qui sont sur la table pour nous permettre de travailler à la réalisation de cet objectif, mais dans la sincérité avec chacun de nos partenaires, mais aussi dans une coopération gagnant-gagnant. C'est dans un communiqué publié par Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, que la nouvelle est tombée. Antonio Guterres a accueilli le lancement de la phase finale du processus politique vers la restauration d'une transition dirigée par les civils au Soudan. Le communiqué a indiqué que ce pas s'appuie sur le progrès réalisé lors de la signature de l'accord cadre politique le 100 décembre 2022 et marque un autre pas important vers la réalisation des aspirations du peuple soudanais à la démocratie, la paix et au développement durable. Le texte a affirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir le processus et à contribuer à sécuriser un accord politique final au cours des prochaines semaines à travers le mécanisme trilatéral composé de la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance et la transition du Soudan, de l'Union africaine et de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Les Nations Unies ont souligné l'importance du soutien international puissant et coordonné au processus politique dans le cadre du mécanisme triennal. Le secrétaire général a par ailleurs souligné l'importance d'inclure le plus large groupe des parties prenantes soudanaises, y compris les femmes, les jeunes et la société civile, afin de garantir un règlement durable en exhortant les principales parties prenantes qui n'ont pas signé l'accord du 100 décembre à rejoindre le processus politique. La réaction du gouvernement sénégalais était attendue après le drame de Kaffrine qui a causé la mort à une quarantaine de personnes et fait une centaine de blessés. Cet accident devenu le plus meurtrier du pays ces dernières années a contraint le président sénégalais Macky Sall à décréter un deuil national de 3 jours. Bien plus, le conseil interministériel qui s'est tenu le 9 janvier s'est longuement penché sur la question de l'insécurité routière et des moyens efficaces pour l'endiguer. Le gouvernement sénégalais a annoncé des mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs. Le ministre en charge des Finances, le ministre en charge des Transports et le ministre en charge du Commerce de soumettre dans les 15 jours un projet de texte interdisant l'importation des pneus usagés.
ou pneus d'occasion. Le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports de prendre dans les 72 heures un arrêté interministériel portant interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23h et 5h du matin. Parmi les mesures fortes qu'on retrouve dans un document rendu public, figure entre autres une limitation à 10 ans pour les véhicules de transport de personnel et de 15 ans pour les véhicules de marchandises. L'interdiction d'importation des pneus usagés car les enquêtes préliminaires révèlent que l'un des bus a subi un éclatement de pneus avant d'entrer en collision frontale avec l'autre. Au lendemain de ce drame, le président Macky Sall avait exigé du gouvernement des propositions idoines relatives au contrôle technique, à l'état des véhicules, les conditions de transport et d'obtention de permis de conduire. Des mesures qui, selon lui, doivent permettre au Sénégal d'éviter à l'avenir de tels drames. Merci à la partie technico-artistique pour ce round-up. Il est temps pour nous d'accueillir Nguéné, c'est pour la revue des Unes d'Afrique et d'ailleurs. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour à vous Bégoudé Madone, bonjour à vos différents invités, bonjour à nos nombreux téléspectateurs, auditeurs, même internautes pour ceux qui nous suivent via nos différentes plateformes. Voici venu l'instant de la revue de presse. Une revue de presse majoritairement réservée donc aux résultats provisoires des législatives au Bénin. La Commission électorale nationale autonome a donc rendu public les résultats provisoires de ces élections législatives qui sont tenues le 8 janvier dernier. La une donc se battant du site d'information, le quotidien La Tempête, paru donc du côté de Cotonou au Bénin. Résultat des législatives 2023 au Bénin, 3 partis gagnants, leur score et les sièges remportés par chaque formation politique. Selon nos confrères se battant pour le président de la Sénat, Saka Lafia, le parti Union Progressiste, le Renouveau, vient en tête avec bien sûr 37,56% de voix et obtient 58 députés. Il est suivi du bloc républicain qui obtient 29,17% de voix. Il s'en sort avec 28 députés. Quant au principal parti de l'opposition, les démocrates, il a obtenu 24,2% de voix avec bien sûr un bilan de 28 députés. La même information est relayée ce matin dans le site d'information 24 heures au Bénin avec bien sûr cette une législative 2023, 53 sièges à l'UPR, 28 députés pour le LD et 28 pour le BR. La Commission électorale nationale autonome a donc publié hier mercredi 11 janvier 2023, soit 72 heures après les résultats provisoires des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023. On reste au Bénin pour parler de cette visite de travail avec le président béninois Patrice Talon qui a donc reçu le président en exercice de la CEDEAO. Visite de travail du président en exercice de la CEDEAO, Maro Mokhtar Sissoko Embalo au Bénin. Il a été reçu au palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon. Les deux personnalités ont eu un tête-à-tête suivi d'une déclaration à la presse. Les échanges ont porté sur des questions de sécurité et d'intégration sous-régionale. Et puis l'écho des législatives s'est également fait ressentir du côté du Burkina Faso avec le site d'information Le Pays ce matin qui titre « Résultats des législatives au Bénin, tout est bien qui finit bien ». Ça y est, les résultats provisoires des législatives du 8 janvier dernier ont été rendus publics. C'était d'ailleurs le 11 janvier 2023 par la Commission électorale nationale autonome. Sans surprise, la mouvance présidentielle conserve sa majorité au Parlement, mais l'opposition y fait aussi son entrée, même s'il est vrai qu'elle s'attendait à plus de sièges qu'elle en a obtenu. L'information contenue dans le site d'information Le Pays qui nous parle également du bilan des 10 ans de l'intervention militaire française au Mali, le grand gâchis. Le 11 janvier 2023 marque donc, ou du moins marquait les 10 ans de l'intervention française au Mali dans la lutte contre le terrorisme. Au départ, c'était pour répondre
à une demande urgente du président de la transition malienne d'alors. Il s'agissait bien sûr de Diankouda Traoré d'arrêter la progression des islamistes qui avaient Bamako en ligne de mire pour installer leur califat. C'était le déclenchement de l'opération Serval. L'opération Serval qui sera remplacée plus tard par l'opération Barkhane avant l'annonce bien sûr de la fin de la mission française. Le bilan donc de l'intervention militaire au Mali qui, selon nos confrères du site d'information burkinabé Le Pays, est un grand gâchis ce matin. Nous restons au Burkina avec le site d'information Ouagadougou qui nous parle de la transition. Le président de la CEDEAO vient aux nouvelles. Le président Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est arrivé, c'était hier mercredi en fin de matinée à Ouagadougou pour s'enquérir du processus de mise en œuvre de la transition en cours au Burkina Faso. Il a été accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le président Bissau-Guinéen a ensuite eu une séance de travail avec le chef de l'État élargie à leurs délégations respectives. Nous parlons également de la création d'un fonds de soutien aux volontaires de la défense de la patrie. L'information est également à retrouver dans le site d'information Ouagadougou. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce même 11 janvier 2023 l'hebdomadaire du Conseil des ministres qui a examiné et adopté, selon le porte-parole du gouvernement Jean-Emmanuel Ouédraogo, plusieurs dossiers importants, parmi lesquels bien sûr la création d'un fonds de soutien aux volontaires pour la défense de la patrie. Au Mali ce matin, nous sommes sur les sentiers du Mali-Koura. Assimi Goïta et la transition ont choisi d'assumer leur destin pour la dignité nationale. L'information est relayée ce matin par le site d'information malien Maliweb, qui nous fait d'ailleurs comprendre que malgré certaines critiques contre le pouvoir militaire de façon générale, le colonel Assimi Goïta a choisi de parler à cœur ouvert aux aidés pour avoir su déjouer les pronostics qui ne donnaient pas plus de 9 mois au maximum à cette transition. Il a bien écouté le chef de la transition, ses aînés, et aujourd'hui, il est en train de mettre en pratique les conseils qu'il a reçus. Il est donc sur les chantiers de la construction d'une nation plus forte, mais surtout plus digne. Toujours avec le site d'information Maliweb, nous parlons de la classe politique malienne qui nous parle du bien-être des Maliens, de l'organisation d'élections crédibles au cœur des vœux du Nouvel An. Selon nos confrères ce matin, dans leurs vœux du Nouvel An, des partis politiques du Mali ont appelé par communiqué les autorités de la transition à s'atteler à l'organisation des conditions de vie des Maliens et bien sûr à l'organisation également des élections libres et transparentes, dont crédibles. Pour eux, l'année écoulée a été très éprouvante pour les populations. Il faut donc tout faire pour changer la donne pour ce qui est bien sûr de cette année 2023. Au Sénégal ce matin, le site d'information CD+, nous parle du président Macky Sall, dont de Saldra, entre guillemets, Macky, entre le marteau du FMI et l'enclume des centrales syndicales. La décision prise par l'État d'augmenter les prix de l'essence, super, du gazole et bien sûr l'électricité. Cette décision n'est pas du goût des principales centrales syndicales du pays. En effet, les secrétaires généraux membres de la coalition des confédérations syndicales des travailleurs et des travailleuses du Sénégal, regroupant bien sûr plusieurs organisations, se sont catégoriquement opposés à la hausse des prix de carburant et de l'électricité. Conséquence, le président Macky Sall est ainsi entre le marteau du FMI, du Fonds monétaire international, qui applaudit bien sûr à la baisse, ou du moins qui milite pour la baisse des subventions sur le carburant et l'électricité d'une part, et l'enclume bien sûr des centrales syndicales qui haussent de son côté le ton. Même information pour le quotidien, le site d'information sénégalais également ce matin en une, 113 milliards contre la réduction des subventions à l'énergie, le chantage réussi du Fonds monétaire international. L'État du Sénégal s'est vu forcer la main de réduire la subvention de l'énergie. C'était l'une des conditions pour que le FMI lui accorde 133 milliards de francs CFA dans le cadre de l'instrument de coordination de la politique
économique. C'est d'ailleurs la représentante personnelle qui l'a affirmé. Du coup, il s'agit d'un chantage réussi donc de la part du Fonds monétaire international, selon nos confrères ce matin du site d'information sénégalais Le Quotidien. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous parlons du quotidien paru en tour ce matin. Il s'agit de Fraternité Matin qui nous parle de la visite de travail du ministre des Affaires étrangères grec en une ce matin, ou encore l'amélioration du revenu des producteurs de cacao. Plus de 150 planteurs, ou du moins plus de 1500 planteurs rendent hommage au président Alassane Ouattara. L'information est contenue ce matin en une. Le quotidien Le Nouveau Réveil de son côté nous parle des élections locales de 2023. Quel allié pour le PDCI RDA au municipal et régional, ce que le président Bédié a dit bien sûr le 29 septembre dernier du côté de Doukro. Les propos sont contenus ce matin, une entre autres du quotidien Le Nouveau Réveil avec le concours de la réalisation. Nous allons progresser effectivement dans cette revue de presse. Voilà la une du Nouveau Réveil ce matin. Alors que le quotidien L'Essor nous parle de cette sortie de Charles Blé Godet, je cite, « Je ne suis pas candidat pour la prochaine élection car condamné à 20 ans », fin de citation. La sortie donc de Charles Blé Godet, rentré récemment encore du côté de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en Afrique centrale, nous parlons de la République centrafricaine, l'une des principales thématiques d'ailleurs de cette émission de For You Matin. Alerte info, 2 militaires français suspectés de subversion dans le collimateur de la police centrafricaine. L'information est contenue dans le site d'information Le Potentiel centrafricain. Selon nos confrères ce matin, ce que l'on craignait le plus vient d'être confirmé avec l'arrestation de 2 ressortissants français arrivés sur le sol centrafricain dans des conditions irrégulières. Selon des informations de sources concordantes, ces 2 ressortissants français ont débarqué sans visa, contrairement à l'accoutumée, mais ils détiennent des badges de la MINUSCA et un ordre de mission pour une mission d'assistance au contingent burundais de la MINUSCA. Un événement on ne peut plus surréaliste, puisque comment ces éléments ne peuvent-ils pas être en possession de visa et débarquent comme si de rien n'en était? L'information est à retrouver ce matin dans le site d'information centrafricain Le Potentiel. Du côté du Cameroun, le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune nous parle du marché africain des capitaux. Pourquoi Paul Biya y tient l'idée de la mise en place d'un mécanisme local adapté pour le financement du développement des pays du continent, défendu avec bien sûr une certaine insistance par le président de la République depuis peu, présente selon des spécialistes de nouveaux avantages et gagne à être élargi à l'ensemble du continent dans une structuration commune. L'information est à retrouver ce matin de la page 8 à la page 9. Le quotidien Mutation nous parle du gaz domestique. La pénurie prend corps. Le combustible manque dans plusieurs stations-service et autres points de vente, notamment du côté de la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. L'information est à retrouver en page 5 ce matin, alors que le quotidien Le Jour de son côté, T-Transport, complexe sportif d'Olembe, le grand déballage, accusé d'avoir calomnié l'entreprise canadienne. Narcisse Mwalekombi, le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, a fait une autre sortie. La nouvelle sortie donc de Narcisse Mwalekombi est à retrouver ce matin dans le quotidien Le Jour, notamment en page 9. La revue de presse, on la poursuit du côté de la République démocratique du Congo. Le site d'information Le Potentiel ce matin nous parle du Nord Kivu. Le Rwanda pille les produits agricoles au Rutshuru, entre parenthèses. Le ministre national de l'Agriculture, Désiré Biraizé, séjourne depuis le mardi 10 janvier 2023 dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Sur place, il s'est insurgé contre le pillage de la récolte agricole dans des champs des paisibles citoyens congolais en territoire du Rutshuru par le Rwanda, qui soutient par la même occasion les rebelles du M23 qui contrôlent plusieurs entités de ces territoires. Il s'agit bien sûr des propos du ministre national de l'Agriculture, Désiré Biraizé. Toujours du côté de la République démocratique du Congo, nous parlons de cette sortie de Patrick Mouyaya qui juge inhumain
le fait que les réfugiés congolais soient instrumentalisés par le président rwandais Paul Kagame pour des raisons politique. Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a donc jugé inhumain le fait que ces réfugiés soient clairement instrumentalisés, en réponse bien sûr à la sortie en tout début de cette semaine du président rwandais Paul Kagame qui disait ne plus vouloir accueillir sur son territoire les réfugiés rwandais qu'il a d'ailleurs qualifié au passage de fardeau. On termine cette revue de presse ce matin au Gabon avec le site d'information Gabon Actu qui titre en politique: le nouveau gouvernement Billy Baïzé ne présage rien de bon selon l'opposant Baro Chambrier. Réagissant à la nomination le 9 décembre 2023 par le président Ali Bongo Ondimba d'un nouveau gouvernement dirigé par Alain-Claude Billy Baïzé, l'opposant Alexandre Baro Chambrier a déclaré sur les antennes de nos confrères de Radio France Internationale que cette nouvelle équipe gouvernementale ne présage rien de bon dans la conduite des affaires du Gabon en déliquescence. Du côté, toujours bien sûr dans ce même site d'information, on parle bien sûr de société. Première livraison de carburant dans le Haut-Ogooué, une première livraison bien sûr accablée par les pénuries. C'est donc un véritable ouf de soulagement pour les automobilistes du Haut-Ogooué. Quelques stations-service de la ville de Franceville, la capitale de la province du Haut-Ogooué, ont été ravitaillées en carburant après plusieurs semaines de galère, rapporté d'ailleurs mercredi, ou du moins rapporte ce matin nos confrères du site d'information Gabon Actu. Voilà donc qui met un terme à cette revue de presse, des principales informations à retenir, en rapport notamment avec les différentes thématiques de cette émission de For You Battant. Nous sommes du côté de la République centrafricaine où certains ressortissants français ont donc été interpellés à l'aéroport international Bangui Poko avec des badges de la mission de stabilisation de la paix de l'ONU de ce côté. Par contre, des visas étaient expirés. Il y a un imbroglio autour de leur arrivée. Ils sont actuellement entre les mains de la police centrafricaine. Du côté du Bénin, on parle bien sûr des résultats provisoires rendus publics par la Commission nationale électorale autonome. Le parti présidentiel s'adjuge la majorité en attendant bien sûr la proclamation des résultats définitifs. En quelque sorte, voilà entre autres certaines informations à retenir ce matin bien sûr dans le cadre de cette revue de presse. Du côté du Mali, on a fait le bilan d'ailleurs de la présence militaire française de ce côté, selon bien sûr nos confrères du site d'information Le Pays. La présence militaire au Mali a été un véritable gâchis en 10 années de déploiement bien sûr sur le territoire malien. Voilà en gros les principales informations à retenir donc ce matin dans le cadre de cette revue de presse. Bonne émission à vous, aux côtés de Bégoudé Madone et de ses invités. Pour la revue des unes africaines et d'ailleurs bien sûr, et on parle de notre thématique première dans cette émission, théorie du complot, tentative de déstabilisation du côté de la République centrafricaine. C'est la question que l'on se pose ce matin après l'arrestation de 2 ressortissants français du côté de la République centrafricaine. Est-ce un remake de la situation au Mali depuis le 10 juillet 2022? Voilà donc les questionnements que l'on met sur la table ce matin. Et pour en parler, nous sommes accompagnés de monsieur Aïssi. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame, bonjour Daphine. Je pense que c'est ça, je ne me trompe pas du tout, j'espère. Bonjour à vos techniciens. Je dis bonjour au top management de For You Media Africa. Je dis bonjour aux millions de téléspectateurs ainsi qu'aux nombreux éditeurs qui nous écoutent. Je salue spécialement ce matin les Afro-descendants, les Africains qui nous suivent partout sur le continent africain et en dehors du continent africain, notamment les panafricanistes, la dynamique panafricaniste qui est mobilisée depuis bientôt une décennie pour lutter, pour imposer le respect aux mondialistes qui nous parlent avec beaucoup de dissonance, qui continue de vouloir nous subvertir avec les concepts cruels et vaseux. Comme je l'ai dit et comme mon habitude, je voudrais commencer par un colloque ce matin. Madame, par note verbale le 22 octobre 2022, le consulat
de France du côté du Burkina Faso a durci les conditions, je dis les procédures d'obtention des visas d'entrée en territoire français, n'est-ce pas, au détriment justement des demandeurs ou bien des détenteurs des passeports diplomatiques et de services. Eh bien, les Burkinabés n'ont pas pleuré, comme c'est souvent le cas. Le 27 décembre de l'année dernière également, le président de la transition a demandé à Madame le ministre des Affaires étrangères d'appliquer strictement la réciprocité dans les procédures d'obtention de visas d'entrée en territoire burkinabé pour les demandeurs, pour les détenteurs de passeports diplomatiques et des services. Est-ce pour ces raisons, est-ce qui peut justifier la raison pour laquelle vous avez vu il y a quelques jours une certaine Chrysoula, secrétaire d'État aux affaires étrangères, débarquer au Burkina Faso? Oui. Merci pour l'invitation. Merci infiniment à vous d'être avec nous ce matin. Nous n'oublierons pas M. Talo Talo de l'autre côté avec nous. Bonjour et bienvenue à vous sur ce plateau. Madame Bégoudé. C'est un plaisir. Pour l'invitation, c'est toujours un grand plaisir d'être sur le plateau avec vous, une des plus grandes journalistes de notre, je dirais, de notre époque, et jeune. Bonjour au directeur d'Afrique Média, de For You Média. Grâce à lui que nous sommes là sur le plateau. Bonjour au président Paul Biya, qui n'a pas cédé à la pression des Occidentaux pour pouvoir fermer les médias panafricains et grâce à qui nous sommes là. Bonjour aux panélistes, bonjour aux techniciens, bonjour à l'Afrique, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui relaient aussi l'information pour le bonheur, pour l'éveil de l'Afrique. Et juste un petit mot, Sango, il barra la qualitati tibe Africa, la qualitati tidunia tout, singilanala. Merci infiniment à vous également d'être avec nous sur le plateau. Alors, on en parlait déjà dans la revue des Unes africaines tout à l'heure et même dans notre journal Tout en images. Deux ressortissants français ont été arrêtés à l'aéroport Mpoko, tout simplement avec des visas expirés. Alors, comment comprendre cette situation justement avec ces étrangers sur le territoire centrafricain? Malgré l'interdiction, ils ont décidé de tenir tête aux autorités centrafricaines du côté de l'aéroport. Ceci est vu d'ailleurs comme une tentative de déstabilisation ou alors avec un agenda plutôt caché dans de tels actes. Je commence avec vous, Monsieur Talo Talo. Merci, Madame, pour cette importante question que nous allons débattre ce matin. Il y a d'un côté la question de visa et de l'autre côté, il y a la question de badge. Mais avant de parler de ça, essayons de voir ce qui s'est passé avant. Juste faire un peu l'historique pour ne pas... C'est que nous avons assisté en 2022, pour ne parler que de 2022, à plusieurs choses qui sont déroulées, en particulier depuis le mois de novembre. Les militaires français étaient contraints de partir, pas partis de leur propre gré. Ils étaient contraints parce qu'ils étaient, ils étaient face à la vérité. Et donc, ils étaient contraints de partir. Quand ils sont partis, ils ont quitté la région africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement après, il y a eu bombardement. D'abord, avant qu'ils ne partent, il y a eu le Conseil de sécurité sur la région africaine concernant la question de l'embargo, pour enlever totalement l'embargo. Et lors de cette session, eh bien, les Occidentaux, les États-Unis, la France, tous l'Angleterre, ont imposé la RCA d'autoriser le vol de nuit. On ne savait pas pourquoi. Pour leur mission qui est chez nous là-bas, chez nous en Afrique, dans ce pays, dans ce quartier d'Afrique qui s'appelle la RCA. Et quelques temps plus tard, on va assister au bombardement pendant la nuit de la République centrafricaine par l'armée française. On a eu les preuves. La France n'a pas démonté jusqu'à présent tout ce que les médias occidentaux panafricains ont relayé. Donc l'armée française a décollé, a bombardé, détruit l'infrastructure et planifiait d'aller repartir pour détruire tout ce qui est énergie. Donc, planifiait aussi d'autres choses. Donc, nous avons relayé, et grâce à For You Média, ça permet peut-être de dissuader pour l'instant.
qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enchaîné, après, il y a eu la tentative d'assassinat qu'on appelle du directeur de la maison russe. Vous savez, c'est à comparaître une similarité entre ce que les États-Unis avaient fait contre le général iranien, qui était le chef de file, qui était là, qui travaillait dur pour pouvoir aussi défendre l'Iran et aussi l'Irak. Ils l'ont tué exactement. Et c'est ce que les Occidentaux ont voulu faire en essayant de pouvoir tuer le directeur de la maison russe. Hein. Donc, il y avait beaucoup de choses là-dedans. On le tue parce que c'est une figure clé aussi qui est venue aux côtés des forces armées centrafricaines de la RCA pour aider à pouvoir sortir des griffes de cette France-là. Et aussi, en le tuant, on allait aussi créer un désordre en Afrique parce qu'ils ont commencé, comme on l'a démontré, le colis a été envoyé depuis le Togo. Donc on allait opposer le Togo et la RCA. Il a parcouru des pays africains, passé par le Nigeria, arrivé en Éthiopie pour atterrir en Centrafrique et être livré. Et on ne sait pas comment ça a échappé au contrôle du DHL et les enquêtes sont en cours. Donc on en saura plus. Donc il y a eu cet événement-là qui s'est passé. La France, ce que les médias n'ont pas dit, c'est que quand ils sont partis, quand ils ont bombardé, vous savez ce qui s'est passé? La France s'est rapprochée de la frontière centrafricaine du côté du Tchad. Les images satellites que les médias ont montrées, certains médias en Centrafrique ont montré, montrent la présence des chasseurs, des avions de chasse de l'armée française sur l'aéroport de Mondou, qui est à 100 km de la frontière de la centrafricaine, et aussi un avion de transport des troupes françaises sur cet aéroport-là. La France s'est approchée de la frontière. Cela veut dire quoi? Présence des avions de chasse veut dire quoi? La France est prête, dire le temps que la Russie peut-être peut décoller du Soudan pour venir secourir la RCA, elle aurait déjà attaqué la RCA si, quand elle va décider de déclencher la guerre, continuer la guerre qu'elle a déjà déclenchée contre la RCA. Il y a eu cet événement-là on n'en a pas parlé. Aujourd'hui, je ne cite que ça, mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un autre événement qui vient de se dérouler. Je fais cadeau de tout ce qui s'est passé, les coups d'État contre le peuple centrafricain, pas seulement contre le président, parce qu'en tuant le président, c'est le peuple qu'on veut tuer, par les mercenaires français, où ces coups d'État ont été déjoués. L'avant-dernier, c'était sur l'aéroport, où quand le président rentrait d'une mission où il l'avait invité, c'était pour le tuer à son rentrée, et on a pris les deux, et qui se sont fait passer aussi des agents de la mission des Nations Unies en Centrafrique, ce qui est totalement faux, sans parler de guignolo. Maintenant, nous arrivons à cette situation-là. Vous avez parlé de deux choses. Il y a le visa qui leur a été refusé. De 1, pour l'extension du visa. Refus 1. 2, il y a eu le badge. Maintenant, je laisse de côté le côté visa. On va rentrer et essayer de comprendre la question de badge. La définition de ce que c'est qu'un badge. Un badge, entre autres, c'est un document, quand vous arrivez dans une entreprise, c'est un document que l'entreprise vous donne. C'est-à-dire qu'à l'entrée, c'est au moment où vous prenez votre poste, le jour où vous arrivez au sein de l'entreprise, le premier jour de la prise de fonction, qu'on va vous remettre certains des éléments. Parmi ces éléments, ça peut être le badge, ça peut être en fonction de ce que vous faites comme travail, un ordinateur de travail, la clé de votre voiture de fonction, etc. Moi, je vis en Occident depuis plus de 20 ans, je vis en Occident. J'ai travaillé dans plusieurs pays occidentaux. J'ai changé d'entreprise. J'ai quitté d'un pays à un autre, même au sein d'un même pays. Lorsque une entreprise me débauche, ce qu'elle m'envoie, soit par la poste ou via Internet ou via email, c'est le contrat de travail que je signe et j'envoie. Donc pour dire que oui, j'accepte de m'engager. Mais les badges, le badge, on ne me donne, et ça passe parce que je suis noir, à tout le monde, que lorsque je mets pied le premier jour, on vient avec le paquet de ce que j'ai besoin de pouvoir montrer que je fais partie de l'entreprise, y compris et le badge en particulier. Laissez-moi s'il vous plaît quelques minutes, ça c'est très important à comprendre, ce qui va me permettre de pouvoir rentrer et montrer, parce que ce badge-là, ça me permet d'ouvrir la porte, ça me permet aussi de montrer, quand j'arrive à l'entrée, montrer que je fais partie de l'entreprise. Alors, comment se fait que la MINUSCA
qui a son siège en Centrafrique, délivre un badge pour des gens qu'elle embauche à l'étranger. On voit le badge dans le pays où les gens se trouvent pour que les gens là viennent. Est-ce que le badge, c'est un document de voyage? Ce n'est pas un passeport. Donc ça ne justifie pas. Ça, c'est une chose. Mais je remonte un peu en arrière. La RCA, c'est un pays, ils disent que c'est un pays pauvre, où la majorité de la population, sous le feu de pauvreté, où il n'y a pas de travail. S'il y avait un travail, un poste de travail comme ça, comme ils disent par de logisticien, la première chose à faire, c'est pouvoir mettre un offre d'emploi et chercher en Centrafrique des Centrafricains ou les Africains qui sont là-bas. Et parmi eux, il y a aussi des gens qui ont fait l'armée et qui n'ont plus de travail et qui connaissent la RCA, à qui on pouvait offrir ce travail-là. Qu'est-ce qui justifie le choix d'aller choisir 2 Français qui étaient des militaires d'abord dans l'armée et qui connaissent bien la RCA, envoyer-leur le badge chez eux pour qu'ils viennent? On peut juste comprendre, vite comprendre que le fait d'envoyer le badge, si c'est la MINUSCA qui l'a fait, et là je parle au conditionnel parce qu'il se peut que la France ait fabriqué des faux badges et donné à ces gens-là pour les envoyer là-bas. Mais si jamais c'est la MINUSCA qui a fabriqué ces badges et a envoyé ces badges là-bas, cela veut dire quoi? La MINUSCA s'est rendu compte qu'on a refusé le visa. Donc ça veut dire que si jamais ils arrivent à l'aéroport, ils auront des problèmes parce que la RCA a durci maintenant les contrôles au niveau de ces aéroports. Parce qu'au fur et à mesure que vous faites des choses, vous éveillez la personne aussi. Donc, on se dit, ils pourraient avoir des problèmes quand ils vont arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des précautions supplémentaires. On leur envoie un badge. Dès qu'ils vont être arrêtés, on va dire que, effectivement, non, c'est nous, vous avez vu la preuve, ils ont avec nous le badge. Mais le problème, c'est quoi? Le problème des badges, c'est qu'on ne doit pas envoyer un badge à l'étranger à quelqu'un qui n'a pas encore commencé pour son poste. Parce que ça met aussi autre chose. Ça met en danger la sécurité de la MINUSCA. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si jamais la personne à qui vous avez fait signer un contrat à distance refuse de venir, elle peut, si elle est mauvaise, utiliser le badge pour aller détruire l'image de l'entreprise ou détruire l'entreprise. Mais aller envoyer quelqu'un d'autre pour aller rentrer et faire du gaffe. Ça veut dire que la MINUSCA qui aurait délivré ces badges-là se met en danger. Mais pire que ça, la MINUSCA met la République centrafricaine en danger parce que la MINUSCA, même si elle n'a pas une force, on dit, de paix et qu'elle a les armes, mais qui garantit la MINUSCA, qui protège la MINUSCA? C'est l'État centrafricain. Ça veut dire que s'il y a une faille et quelque chose arrive à la MINUSCA, on va accuser les Centrafricains et en tête de ces Centrafricains, c'est le président centrafricain va dire que ben voilà, on a entendu qu'il y a eu des paroles méchantes contre la MINUSCA et voilà la preuve, il y a eu intrusion au sein de la MINUSCA, comment ça s'est passé, Donc, vous voyez qu'à plusieurs niveaux, oui, on peut démontrer facilement que ces gens ne sont pas, même si on dit que c'est un bon contrat, ils sont venus pour une autre chose. Ils ne sont pas venus, même s'ils devaient venir, c'est pour continuer les sales besognes qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire venir sur place, aller auprès de la population, préparer, mettre en place d'autres éléments instrumentalisés, et puis réallumer le feu, détruire la RCA. D'accord. D'accord, on vous a compris, Monsieur Talo. Alors, Monsieur Aïssi, eh bien, on parle bien sûr de l'arrestation depuis le 10 janvier dernier de ces 2 ressortissants français. La MINUSCA a réagi et celle-ci rappelle qu'un travail est en train de se faire entre elle et le gouvernement centrafricain pour la libération et puis la résolution de cette situation. Mais avant de parler de cette réaction de la MINUSMA, déjà une première réaction par rapport à cette actualité, sans oublier les autres faits qui ont été mentionnés par M. Talo, bien sûr. On se souvient de l'attaque à la bombe, on se souvient également du bombardement des différentes villes de la République centrafricaine. Est-ce que ça ne fait pas un peu beaucoup? Je pense que mon compatriote, mon confrère et frère, Talo, n'a plus que quelques morceaux choisis. Souvenez-vous, nous sommes en mai 2021, il y a un premier Kidam qui est interpellé par la police centrafricaine. Il se faisait appeler Young Rémi Kignolo, avec tout un arsenal de guerre. C'était militaire.
officiellement, il assure la sécurité de certaines ONG qui opèrent ses activités du côté de la Centrafrique. Je dis bien, nous sommes en mai 2021. Bis repetita, nous sommes en février 2022. Vous avez 4 mercenaires, toujours de nationalité française, qui sont interpellés à l'aéroport de Bangui Mpoko. Officiellement, c'était la garde rapprochée du général de la MINUSCA, c'était un général marche noir. Également, comme par hasard, ce sont des Français. Et l'événement qui fait le débat, que vous mettez en débat ce matin, survient quelques temps après, quelques jours après, quelques semaines après, si vous voulez. Le départ de la mission de logistique française, qui s'est terminée, qui s'est achevée le 15 décembre dernier, ça fait quand même beaucoup. Maintenant, quand vous ajoutez à ça, dans ce contexte, là c'est le contexte, dans ce contexte, vous avez eu plusieurs événements qui ont porté atteinte soit à l'intégrité du territoire centrafricain. Tout à l'heure, vous avez convoqué le bombardement des cibles civiles et militaires du côté de Centrafrique. Vous avez également le bombardement, je veux dire, de certains cibles, je veux dire... il y a une tentative d'atteinte même à l'intégrité physique de certains dirigeants de ce côté-là. Et quand vous allez derrière, vous avez toujours l'ombre de quelques manœuvres à la française. C'est pas du complotisme, c'est pas la théorie complot pour revenir pour reprendre votre narratif. Il s'agit des éléments factuels. Un aéronef, je crois que c'était un aéronef militaire, tous transpondeurs étant qui débarquent en territoire étranger, notamment entre 2h et 3h30 du matin, c'est pas pour venir vous larguer, n'est-ce pas, les sarderies, ou bien il n'est pas en mission humanitaire dans tous les cas. Il n'est pas en mission humanitaire, et comme par hasard, tous ces événements interviennent au moment où les instructeurs russes arrivent en Centrafrique pour essayer d'accomplir une mission que les différentes opérations extérieures françaises n'ont pas pu accomplir. Nous avons connu avant l'arrivée des instructeurs russes en Centrafrique, vous avez connu l'opération Sangaris qui a été pilotée par la France. Nous connaissons la suite. La suite, c'était quoi? C'était un fiasco. Bien évidemment, vous aviez dans cette affaire-là des ingénieurs en treillis qui faisaient toute autre chose que c'est pourquoi ils ont été mobilisés du côté de la Centrafrique avec en prime des viols d'enfants et des viols de mineurs. Donc ça, c'est une affaire qui a été classée du côté de l'Hexagone. Par la suite, vous avez la démobilisation, n'est-ce pas, de la mission logistique que j'ai convoquée tantôt, qui était constituée de 130 hommes du côté de l'aéroport de Bangui Mpoko, qui venaient de partir le 15 décembre dernier. Donc, quand vous voyez ces événements, ça nous renvoie au contexte malien, où, après le départ des forces Barkhane, vous avez eu tout un faisceau d'événements qui s'est déroulé, qui s'est passé de ce côté-là. La violation, comme d'habitude, de l'espace aérien centrafricain, malien. Vous avez des missions clandestines d'espionnage, ce que nous avons également observé du côté de la Centrafrique, avec cet aéronef nocturne, ce visiteur de minuit, que nous avons observé de ce côté-là et qui a bombardé les cibles civiles et militaires. Donc, parmi les cibles civiles, il s'agit d'une usine de transformation de coton, comme pour dire que la Centrafrique ne doit pas s'industrialiser, doit rester le nain qu'on dit qu'elle est, c'est-à-dire un pays pauvre. Mais la Centrafrique n'est pas pauvre. La Centrafrique, si la Centrafrique était pauvre, vous n'aurez pas tout ce balai de charognards et de prédateurs qui s'y retrouvent. La Centrafrique n'est pas un pays pauvre, la Centrafrique est victime tout simplement des accords de coopération, je veux dire des accords coloniaux qui ont été signés entre la France et la France. C'est ça qui est la question. Maintenant, il est question, avec l'arrivée du professeur Archange Touadéra aux affaires, il est question maintenant de moderniser justement l'État centrafricain. C'est à quoi, n'est-ce pas, Paré dit niet. Je voudrais quand même vous plonger dans notre contexte géopolitique, à savoir, dans le contexte, nous sommes là en 2021, je pense, si mes souvenirs sont exacts, dans le contexte justement de
la multiplicité des groupes armés du côté de la Centrafrique, porté par un francophile que vous connaissez, je parle de François Bozizé, le CPC et les autres, vous avez donc une armée qui n'a pas la logistique, le matériel militaire nécessaire et approprié pour répondre à la menace symétrique. Mais Paris sujet au Conseil de sécurité de maintenir le pays sous embargo des armes stratégiques. Vous pensez que vous comprenez donc que nous avons affaire à un partenaire, s'il y a lieu de le qualifier ainsi, à un partenaire voyou criminel. Revenons à notre thématique. Comme par hasard, je voudrais, comme je suis un journaliste, j'aime toujours convoquer les faits dans les éléments factuels. Vous avez donc deux individus dont les visas sont arrivés à expiration, mais qui sont détenteurs de passeports de la MINUSCA, c'est-à-dire la mission de maintien de la paix du côté de la Centrafrique. Il y a quand même tout un faisceau d'interrogation. Première chose, je me vois mal, je trouve mal que vous, madame, en territoire français, vous puissiez vous balader avec une carte de séjour qui n'est plus valide. Et que la police française vous laisse carrément vous balader dans les rues de Paris ou bien dans les rues de n'importe quelle ville française. Donc la première chose à faire, c'est que vous devriez, en tant que citoyen étranger dans un pays autre, vous respectez la loi, les institutions de ce pays-là. Mais vous savez, et ça se trouve également dans ces fameux accords de coopération et de défense, c'est que lorsque les mercenaires français sont sur votre territoire, dans votre pays, ils bénéficient d'un statut de diplomate. En quelque sorte, ils peuvent violer tout le monde, commettre des exactions, comme ce fut le cas en Centrafrique, avec les faits que j'ai convoqués tout à l'heure concernant les éléments de Sangaris qui ont violé les gamins centrafricains et qui, les gars, ils s'en tirent à bon compte parce qu'ils bénéficient d'un statut de diplomate. C'est la même chose en ce qui concerne ces militaires qui sont déployés sous la bannière des missions de l'ONU. Ils bénéficient des statuts particuliers, quelles que soient les exactions qu'ils peuvent commettre. Quelle est la réaction dans le contexte des événements qui font partie de notre débat ce matin? Quelle est la réaction de l'ONU? L'ONU, comme d'habitude, est en train de prendre fait et cause pour les intrus. Éventuellement, et je ne serais même pas surpris que ce soit des mercenaires, comme ce fut le cas de Yuang Rémi Kinyolo que j'ai convoqué tout à l'heure. Il y a eu des pressions. Il y a eu des pressions sur le gouvernement centrafricain dans l'optique de libérer ces messieurs. Vous avez Jupiter qui a fait avec arrogance pression, comme d'habitude, aux autorités centrafricaines en vue de la libération de Yuang Rémi Kinyolo. C'est des choses qui sont absolument inacceptables. Dès que quand ils viennent chez nous, tout à l'heure, je veux convoquer un élément factuel dans mon coup de gueule. Le 22 octobre 2022, vous avez le consulat général de France du côté de Burkina Faso qui envoie par note verbale, informe le gouvernement du Faso de ce que les procédures d'obtention de visas diplomatiques au profit des passeports diplomatiques et des services seront durcies. Les procédures seront durcies, mais c'est une décision qui est prise de manière unilatérale. Quelque temps après, c'est-à-dire le 27 décembre 2022, le président de la transition instruit Madame le ministre des Affaires étrangères d'appliquer la réciprocité en ce qui concerne les demandeurs de visas, les demandeurs français de visas pour les passeports diplomatiques et des services, dans le bas de combat du côté de Paris. C'est-à-dire c'est eux qui ont le droit de s'accorder tout et n'importe quoi, y compris de nous manquer de respect. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut faire valoir le respect dans la fermeté. Merci infiniment, Monsieur Aïssi. Eh bien, on va retrouver rapidement
Monsieur Talo du côté de l'étranger. Voilà. Alors, on parle de cette réaction de la MINUSCA avec vous et on s'interroge justement sur l'avenir de cette affaire. Selon vous, Monsieur Talo, est-ce qu'elle fera long feu avec déjà des sortes de négociations que la MINUSCA est déjà en train de brandir comme ça avec le gouvernement centrafricain, ou alors le gouvernement restera ferme et fera passer ces deux mercenaires, comme certains veulent bien les appeler, devant la justice centrafricaine? Alors, si vous avez suivi mon développement lors de ma deuxième prise de parole, parce que la première prise c'était la présentation, deuxième prise de parole, vous comprenez que la MINUSCA ne devait pas interagir, parce que la MINUSCA d'office serait considérée comme complice, parce qu'elle a fait quelque chose qui viole la loi, qui met en danger, si ça ne mettait qu'en danger sa sécurité, d'accord, mais là ça met en danger la sécurité de tout un peuple, en délivrant des documents et en prenant des précautions. Premièrement, quand vous employez quelqu'un, et c'est pas la MINUSCA, à la MINUSCA que nous allons apprendre ça, et que vous savez que la personne vient de l'étranger, dans un autre pays, vous savez qu'il y a cette question d'autorisation de travail, de visa, vous devez vous assurer que cette personne-là a tout ce qu'il faut pour venir sur son lieu de travail, même avant de lui délivrer un badge. Et d'abord, vous n'avez pas le droit de lui délivrer un badge à distance. Non. Logiquement, ce n'est pas possible. Vous ne devez pas le faire. Moi, j'ai fait en Occident, on applique leur loi. C'est leur loi qu'on applique. Ils nous ont imposé leur loi là-bas. Donc, c'est ça qu'on applique. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ce qui montre que quand ils ont envoyé ça à distance, ça veut dire qu'ils ont vu que le visa a été refusé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une voie permettant de pouvoir les défendre au cas où jamais ce cas se présente. Et c'est ce cas-là qui s'est présenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a suspicion là derrière. Ça veut dire que la MINUSCA devait être, l'État centrafricain devait les convoquer comme complicité, complices dans ce qui se passe là, de quelque chose qui se prépare, premièrement. Donc ils n'ont pas à négocier en venant comme étant des gens honnêtes, des gens qui n'ont rien à se reprocher pour dire, c'est eux qui viennent négocier pour la libération de ces mercenaires qui ont été envoyés pour aller massacrer le peuple centrafricain. Ce n'est pas possible. Donc nous conseillerons à l'État centrafricain, premièrement, de dire à la MINUSCA, de les accuser de pointer du doigt comme étant des complicités d'une préparation d'éventuels troubles, troubles qui se préparent contre le peuple de Centrafrique. Ça, c'est une chose. Et donc, la justice doit faire son travail, comme ça se fait aussi en France ici. Quand vous arrivez, on dit que vous êtes sans papier, vous n'avez pas le droit, qu'est-ce qu'on fait? La justice française fait son travail. Vous avez vu un État africain un jour intervenir parce qu'on a arrêté il est sans papier pour dire libérer, ou une organisation africaine, je ne sais pas, la CEDEAO, la CEMAC ou l'Union africaine intervenir parce qu'un Africain sans papier est arrivé en Europe et l'Europe veut dire que voilà, maintenant on va le juger. Non, on laisse leur justice faire leur travail. S'il s'agit d'expulsion, on expulse les Africains. S'il s'agit de les mettre dans un centre de rétention, on les met. S'il s'agit de les emprisonner, on les emprisonne. On n'est jamais intervenu. Donc, nous demandons, les panafricains, les médias panafricains, tous les Africains demandent à la justice centrafricaine et au président centrafricain de laisser la justice faire son travail. Et que trop c'est trop. Il y a eu, comme l'a rappelé ici mon copanéliste, il y a eu beaucoup cette tentative d'assassinat du peuple centrafricain. Pas seulement le président, c'est pas seulement le président, parce que ce que la France veut encore enfoncer, comme ça fut le bombardement de l'usine de coton qui s'appelle Sokada à Bossangwa, c'est le peuple centrafricain. Il ne faut pas leur laisser le moyen de s'en sortir un tout petit peu, exactement comme ce que les ancêtres des Occidentaux, les Poumons, il faut bien le dire, nos ancêtres n'étaient pas des esclaves, il ne faut pas dire des esclaves, et ils étaient des otages. Les Poumons étaient venus, ils ont détruit 100 villes africaines, anéanti totalement pour qu'on repart à zéro, c'est-à-dire même sous le toit, et après on nous appelle, on nous dit que vous venez vous habiter dans des chutes. Et c'est exactement
le même comportement qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il faut détruire, c'est-à-dire c'est des destructeurs, c'est des diables. Donc, il y a ce fait. Ensuite, il y a aussi l'autre fait, parce qu'il vient là, on dit qu'il vient appuyer la mission burundaise. Ça veut dire qu'on veut créer un flou, je parle encore là en conditionnel, si le Burundi n'est pas derrière, on veut aussi créer une méthode, parce que le Burundi fait partie aussi des contingents qui travaillent vraiment avec honnêteté là-bas pour pouvoir aider la RCA à s'en sortir. Et donc, on veut là créer un petit trouble entre la RCA, on voudrait créer un petit trouble, un grand trouble entre la RCA, suspicion, entre la RCA et les soldats burundais, en disant ceci. Il faut faire très attention à ça. L'État centrafricain doit faire très attention à ça. Parce qu'il s'agit maintenant de créer des tensions entre ceux qui viennent soutenir les autres pour qu'il y ait des suspicions et isoler et maintenant permettre d'aller maintenant détruire. Il y a ça. Il y a aussi, comme on le sait que ces gens-là sont partout dans les ONG, il y a la question des ONG qui se pose. Vous savez comment moi je définis un ONG? C'est une organisation de négation du gouvernement. Pourquoi? Parce que l'ONG vient en Afrique en disant « je viens vous aider, je viens aider la population ». Madame Bégoudé, si moi, aujourd'hui, je décide que j'ai un peu d'argent, j'ai un peu de matériel, que vous êtes vous et votre famille, vous êtes dans la difficulté, je viens, je dis que je vais vous aider. Est-ce que j'amène l'aide là? Je vous dis, ouvrez votre porte, je rentre dans la chambre de votre premier enfant, je lui donne en main. Donc, deuxième, je donne en main. De vous, la femme, je donne en main. Le papa, je donne en main. Je passe dans les chambres, c'est moi qui le fais. Logiquement, est-ce que ça se fait ça? Si je le fais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets de côté l'autorité parentale que vous avez avec votre mari dans la maison. Je dis que vous êtes des irresponsables. Donc, moi-même, j'apporte l'aide. Je rentre dans votre maison. Chaque pièce, chaque enfant, je m'assure qu'il va reçu. Parce que si je vous donne, vous pouvez le dilapider, vous pouvez voler. C'est-à-dire que vous n'avez même pas la conscience de pouvoir nourrir vos enfants qui sont dans la même difficulté que vous. Donc, je dois faire le travail. Une ONG, c'est quoi? Une ONG vient avec cette idée-là. Il vient dans un pays, dans les pays africains, qui, comme c'est la maison, le papa ou la maman, c'est le président ou la présidente du pays, il cogne à la porte, il dit, j'amène l'aide, mais toi, je ne te donne pas, je ne te fais pas confiance. Dégage-toi. Les ministres, dégagez-vous. Les ceci, dégagez-vous. Nous allons le faire parce que vous êtes incapables de le faire. Si on vous donne ça, vous allez voler. Les présidents africains doivent bien écouter ça. Il s'agit de l'humiliation, l'extrême humiliation de nos présidents, de nos députés, de nos ministres, de notre peuple. Ça veut dire que nous sommes incapables même, nous n'avons même pas la pitié de nos semblables, de nos frères et sœurs. On ne peut pas venir, on ne peut pas nous confier l'argent parce que nous allons voler. Il s'agit de ça, premièrement. Deuxièmement, il s'agit d'aller en contact de la population pour pouvoir bien les manipuler. Comment la première manipulation, ça commence par quoi? On amène l'argent. Celui qui donne commande. Celui qui donne se fait passer pour le Dieu qui vient sauver. Quand on est vraiment encore dans des situations très difficiles. Pire, ils donnent sur chaque morceau de biscuit ou de choses qu'ils donnent, ils vont mettre leur nom, c'est-à-dire leur drapeau, leur nom. Pourquoi? C'est pour que les gens qui reçoivent là, ils vont lire le nom là. Si c'est un objet, comme table, comme ils ont fait en Centrafrique par exemple, en mettant le nom de l'Union européenne dessus, vous vous réveillez le matin, vous regardez, c'est l'Union européenne qui a fait ça. Ou c'est Action contre la faim qui a fait ça. Vous-même déjà dans un état de faiblesse déjà mentale et puis aussi matérielle, vous allez penser que c'est le sauveur. Vous oubliez le président. Les présidents africains doivent savoir ça. Vous pensez qu'on vous aide, non, vous n'êtes pas. On fait en sorte que votre population ne pense pas à vous, pense que ce n'est pas vous qui êtes élus pour les sauver, mais c'est l'étranger qui vient les sauver. Il s'agit de ça. Donc, le papa, la maman sort, dit à ses enfants, vous savez, on avait eu tel problème à telle période, c'était Action contre la faim, c'était Human Rights, c'était, comment on appelle là,
l'Union européenne, c'était les États-Unis qui nous ont... C'est grâce à eux. Ils ont oublié que c'est grâce au président qui a élu, qui a travaillé pour pouvoir faire venir ces gens-là, pour pouvoir donner. On ne pense pas au président, on pense à eux. Et ces gens deviennent vulnérables. Puisque quelqu'un t'a aidé, s'il vient te demander un service, déjà qu'il t'a déjà détruit mentalement, tu es devenu chrétien, tu es devenu ceci, tu es devenu cela. Mais quand il vient te demander l'aide en disant, regarde, tu sais pourquoi tu es dans cette famille-là, c'est parce que l'autre, le président là, c'est lui. Bah, tiens, on te donne une arme, tu vas être payé. On va faire un coup d'État, tu auras un poste. Vous savez que la personne va faire quoi? Il va résister. Voilà comment on crée les syndicats. Voilà comment on crée les Boko Haram. Voilà comment on crée aussi, on met à côté, au Cameroun, on définit les Africains en disant que certains sont anglophones, d'autres francophones, on les oppose les uns contre les autres. Voilà comment on crée la guerre en Éthiopie avec le Tibet d'un côté en disant que ça, il faut qu'ils se séparent. Voilà comment on a séparé le Soudan. Voilà comment en Côte d'Ivoire, on a fait le coup d'État, on a bombardé le palais. Mais on n'a pas tout détruit en Côte d'Ivoire, vous savez pourquoi? Et on va en parler. Parce que la majorité des biens là-bas appartient à la France. Contrairement à ce qu'on a fait en Libye, puisque la majorité des biens appartenaient à l'État, les biens donc aux Libyens. Donc on a bombardé, on a détruit toute la ville. Mais en Côte d'Ivoire, on s'est contenté de pouvoir détruire le palais présidentiel, prendre en otage le président et laisser parce que c'est les investissements français. Merci. Monsieur Talo, pour votre temps accordé à cette émission ce matin. Eh bien, Monsieur Aïssi, on referme donc le sujet avant de passer rapidement à l'actualité qui met plutôt ce matin en exergue la force française du côté du Mali, qui d'ailleurs n'est plus sur le territoire. Pour sortir, on parlait tout à l'heure de la réaction de la République centrafricaine. Il faudrait donc qu'elle reste suffisamment ferme avec la MINUSCA qui commence à annoncer des négociations avec le gouvernement centrafricain. Déjà, est-ce que c'est la bonne démarche? Non, du tout. Du tout, je vous réponds tout de suite. Pour une raison simple. Même quand vous êtes, même quand vous êtes une force, une institution internationale qui déploie des forces d'interposition, de maintien de la paix, tout ce que vous voulez, oui, vous devrez vous conformer à la légalité. Un citoyen ou un militaire qui agit sur la bannière de l'ONU, qui se retrouve en territoire étranger dans une situation irrégulière, franchement, il y a un problème. C'est eux qui nous donnent les leçons de légalité, de démocratie, c'est-à-dire que vous devez vous soumettre aux institutions des pays hôtes. On ne peut pas nous dire que les institutions françaises sont plus importantes que les institutions centrafricaines. Je ne peux pas accepter cela. On peut pas, Antonio Guterres ne peut pas prétendre que les institutions françaises sont plus fiables, plus démocratiques que celles de la Centrafrique. Je ne peux pas trouver cela acceptable du tout. Je refuse, parce qu'à chaque fois qu'il y a que les éléments ou bien les mercenaires de l'ONU se retrouvent en situation de délicatesse dans un pays étranger, l'ONU tente à vouloir les dédouaner. Nous avons vu cela du côté du Mali, avec les militaires ivoiriens. Nous avons vu cela plusieurs fois du côté de la Centrafrique. Tout à l'heure, je vous ai convoqué 4 mercenaires qu'on avait dit être fait partie justement de la garde rapprochée d'un certain général de nationalité française. Ils arboraient quoi? Ils arboraient les badges de l'ONU. Il y a un problème. Ils arboraient les badges de l'ONU. Ça veut donc dire désormais que l'ONU donc fait dans la sous-traitance du mercenariat. C'est ça qu'il faut conclure. Que si l'ONU commence à sous-traiter des mercenaires, c'est-à-dire des coups d'État, nous avons un problème. Ce problème, c'est quoi? C'est que la Centrafrique doit trouver... doit changer de paradigme. Le changement de paradigme s'impose dans le contexte, je veux dire, dans la réforme de l'armée. Parce que si aujourd'hui, la Centrafrique avait une armée très opérationnelle, bien formée, avec tout ce qu'il faut, elle n'aura pas besoin de l'assistance du parapluie sécuritaire de l'ONU, des casques bleus. Qui, il faut le dire, depuis qui sont déployés là-bas, ces casques bleus, les résultats sont mitigés. Nous constatons plusieurs exactions qui sont commis, qui sont le fait de ces casques bleus-là. Nous constatons également qu'il y a des actes qui sont posés par ces casques bleus qui n'ont rien à voir avec leur mission.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est important que la Centrafrique, pour une fois, reste ferme. Pourquoi est-ce que c'est... Tout à l'heure, nous avons, en l'espace de 4 ans, 2021, 2022, 2023, en l'espace de 3 ans, plusieurs événements majeurs qui menacent la sécurité de la Centrafrique, qui menacent sa stabilité, qui menacent la sécurité des populations centrafricaines. Et vous allez continuer à négocier. Je pense qu'à un moment donné, c'est eux qui nous donnent les leçons de pouvoir mettre en place des institutions fortes, en lieu et place des hommes forts. Mais je pense quand même que ce sont les hommes qui animent ces institutions. Donc, de notre point de vue, nous devons d'abord mettre les hommes forts pour qu'ils ne sont pas malléables, qui ne sont pas malléables, qui ne peuvent pas justement être influencés par les pressions extérieures, comme c'est souvent le cas. Je pense qu'aujourd'hui, il est important pour la Centrafrique de rester ferme. Je ne vous vois pas, Madame Begoudé, je ne vois pas Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur français, a accepté que Haïti se balade en territoire français en situation irrégulière. Du coup, vous serez d'ailleurs... je dis, ça ne sera pas... Soit je veux certainement subir au moins 2 conséquences. La première, s'ils sont très gentils, l'expulsion. Oui. La seconde, et qui est la plus probable, la détention. Ils n'étrangissent pas avec la loi chez eux. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que nous soyons complaisants avec ces gens-là qui se trouvent en situation irrégulière dans notre point de vue, surtout dans le contexte d'insécurité que connaît justement la Centrafrique. Il ne faut pas faire preuve de complaisance. C'est important de nous dire. Je voudrais ouvrir une parenthèse. Oui. Il y a Omar Sy, c'est un Sénégalais d'origine, qui vient de tourner un film sur le tirailleur sénégalais. Oui. Mais est-ce que vous vous imaginez que les figurants qui ont joué dans ce film, qui sont d'origine africaine ou bien qui sont des Africains, sont menacés d'expulsion par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur français? Vous pouvez vous imaginer ça? Bon, s'ils ne sont pas... C'est les mêmes gens qui vous parlent de tolérance, de démocratie et tout ce foutoir que vous entendez tout le temps. Est-ce que, quand les gens arrivent à ce niveau-là, vous devez être complaisant vis-à-vis d'eux? Je ne pense pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, pour revenir à la thématique, il est important que, pour une fois, que l'ONU foute la paix à la justice centrafricaine. Et que l'ONU laisse la Centrafricaine, qui est une institution souveraine, au même titre que l'ONU, dont la souveraineté est questionnable, que cette institution-là laisse l'institution judiciaire centrafricaine faire sereinement son job. Qu'il n'y ait pas de pression. Parce que, je crois qu'à un moment donné, tout à l'heure, mon compagnon indiquait qu'un badge, ce n'est pas un document de voyage au même titre qu'un passeport. Oui. Non. Un badge, c'est un identifiant. Que vous appartenez à telle ou telle institution, bien à telle structure. Sachant qu'ils n'étaient plus en droit de se déplacer sur le territoire centrafricain, ils auraient donc utilisé cela comme passe-droit. Voilà, comme passe-droit, comme des justificatifs. Non, comme passe-droit. Ça ne marche pas comme ça. De la mission. Non, ça ne marche pas comme ça. Je vous ai indiqué tout à l'heure que lorsque vous vous retrouvez en territoire étranger, vous devez être en situation régulière. Oui. Quelle que soit la bannière sur laquelle vous vous retrouvez dans ce territoire et dans un territoire étranger. Ça ne peut pas se justifier. Rien ne peut justifier ça. Je dis bien, ils sont très jaloux de la légalité chez eux quand il s'agit des étrangers, n'est-ce pas? Bah alors, pourquoi est-ce que la réciprocité ne devrait pas s'appliquer? Même s'il s'agit sur la bannière de la MINUSCA, ça ne peut pas justifier qu'ils se retrouvent en situation irrégulière en territoire étranger. Il faut qu'ils renouvellent la validité, il faut qu'ils renvoient leur passeport pour que les visas leur soient renouvelés. Pomba. Ça, c'est important. Je pense qu'ils sont des mercenaires, ils doivent être considérés comme tels. Pomba. D'accord. Et il faut que la loi, qui est la loi centrafricaine, que les dispositions de la loi centrafricaine qui s'applique à de tels cas soient véritablement appliquées de manière ferme, sans état d'âme. Oui. Sans état d'âme, la République centrafricaine devrait donc rester sur sa position et ne céder à aucune négociation. Et pourquoi pas imiter l'exemple malien et traîner donc ces deux ressortissants français devant la justice centrafricaine. Merci à tous de rester sur notre chaîne de télévision. For You Matin se poursuit. Après cette courte transition, on entame la deuxième thématique de ce matin. On aura quand même le temps, monsieur Haïssi, de dire quelques mots là-dessus. On reparle des 10 ans de la force française du côté du Mali.
Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, il y a 10 ans, débutait Serval sur le territoire malien, plus tard Barkhane. En 10 ans, eh bien, on passe de l'acclamation, de la proclamation de la liberté aux, je vais dire, manifestations qui scandent tout simplement le départ de la force française sur le territoire malien. Un départ qui a d'ailleurs été acté déjà par le président français et le président malien, le colonel Assimi Goïta. Comment comprendre et expliquer ce revirement de situation lors de l'arrivée de cette force et à son départ? On essaye de le faire avec vous, Monsieur Aïssi. C'est une situation quand même interpellatrice du côté du Mali. On reparle de cette situation sécuritaire avec l'antiterrorisme, l'antidjihadisme, où on avait sollicité la force française portée par François Hollande. À cette époque, la Serval est donc arrivée pour apporter la paix. Barkhane a suivi et aujourd'hui, elle a été chassée du territoire, on peut le dire comme ça, par des manifestations, par tout simplement des protestations. Comment comprendre cela aujourd'hui? On parle d'un échec cuisant finalement ou alors un dérapage? Revenons d'abord dans le contexte et le cadre juridique de cet appel-là que vous appelez Serval plus Barkhane. Oui. Nous sommes en 2013. Le Mali est encerclé par différents groupes djihadistes, terroristes si vous voulez, parce que ce n'est pas le djihadisme. Le djihadisme suppose la conversion à la religion, à l'islam, je veux dire. Je préfère le terme terrorisme. Nous sommes en 2013 et nous sommes sous le magistère du président de la transition qui était assuré par Diokonda Traoré, qui signe carrément un contrat. C'est un contrat, il ne s'agit pas d'une mission légale. Tout à l'heure, je vais y revenir. Qui signe un contrat avec François Hollande, qui était à l'époque président de la République française, pour venir délivrer les Maliens, n'est-ce pas, de l'ombre terroriste. Et dans ce contrat, parce que c'est un long document, dans ce contrat, il y a deux choses majeures qu'il faut retenir. C'est que, le militaire français déployé au Mali ont un statut de diplomate. C'est-à-dire, quelles que soient les exactions commises, ce ne sont pas les militaires français qui en répondent, c'est le gouvernement malien qui en répond. Voilà le contrat que signe Diokonda Traoré avec François Hollande. Je vous parle des faits majeurs. Dans ce contrat, vous avez également les missions de Serval, qui consistait en quoi? Qui consistait en deux choses. Le renseignement prévisionnel et les opérations en troisième dimension, c'est-à-dire ne pas intervenir, c'est-à-dire il devait faire une mission de repérage avec la troisième dimension, comme on appelle avec les avions, si vous voulez. Je pense, comme tout à l'heure, je veux dire que je pense juste les faits saillants de ce fameux contrat. Le troisième fait saillant qu'il faut peut-être également ajouter à cette disposition de ce contrat, qui n'a pas une valeur légale, c'est que le Parlement français n'avait pas donné son avis en vue de l'engagement des militaires français dans une opération extérieure du côté du Mali. C'est après qu'ils vont chercher à rectifier. Je crois que dans son temps, beaucoup de parlementaires français s'en étaient offusqués. Alors, de Serval en 2013, quelques temps après, je crois en 2019, c'est rebaptisé Barkhane. Nous avons eu affaire à des noms de baptême qui ont évolué de manière graduelle, mais sur le terrain, il s'est passé autre chose. Il s'est passé autre chose parce que parmi les missions de Serval et de Barkhane, il y avait également la formation des FACA, c'est-à-dire la formation des éléments de forces armées, des FAMA, autant pour moi, la formation des FAMA, c'est-à-dire la formation des forces armées maliennes. Parce qu'il y en a qui étaient pas du tout bien formés, il
fallait donc les former. Ça faisait partie des missions de Serbal puis de Barkhane. En plus de ces missions-là, il fallait, après la formation, doter les FAMA du matériel militaire approprié. En plus de lutter contre le terrorisme. En 2014, dans une interview accordée à RFI, pour ne pas le nommer, Diokonde Traoré avait indiqué aux populations maliennes que l'opération Serbal, c'est-à-dire l'arrivée des forces françaises au Mali, va au plus faire 2 mois. Ça veut dire que c'était une affaire qui était très facile à gérer, mais on est donc surpris que de 2013 jusqu'à leur départ en 2022, ils n'ont pas fait 2 mois. Je crois qu'ils ont fait un peu plus de 8 ans. Pour le résultat que vous connaissez. Oui. Ponctué d'exertion. Donc, pour revenir à votre question, le constat est clair. Que Barkhane, que ce soit Serbal Barkhane, ce n'est pas la solution. La solution, c'est que nos pays doivent disposer des armées capables de défendre leur territoire, d'assurer la protection de leur population. Point barre. Parce que les opérations extérieures, c'est du business. C'est du business, ça dit que c'est quoi la contrepartie? Parce que la France prétend qu'elle dépensait par an plus d'1 milliard d'euros. Mais parce que la France aime beaucoup les Maliens pour dépenser autant d'argent pour une opération extérieure. Ça veut dire que derrière, il y avait une contrepartie plus importante que le milliard d'euros dont on nous parle. Ça, c'est important de le dire. Et la plupart des soldats français aimaient bien participer à ces opérations extérieures parce que ça donne de l'argent, ça fait bouillir la marmite. Parce que ça coûte. Il y a une facture. Oui. Une très grosse facture. Alors, quand vous arrivez donc à ce niveau-là et que par la suite vous avez Ibrahim Boubacar qui arrive, Ibrahim Boubacar qui est l'ancien président malien qui arrive, oui, et qui dans le contexte des opérations extérieures françaises effectuées sur la bannière de Serbal après Serbal, Barkhane ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il fait, Ibrahim Boubacar Keïta? Il choisit une société de mercenaires françaises qui s'appelle Gali Security pour assurer sa sécurité. Parce que très souvent, quand les amplificateurs français, à travers leurs porteurs d'opinion publique, leurs médias, n'est-ce pas, font le bashing sur les instituteurs russes qui s'appellent sur les instituteurs russes, mais ils oublient qu'ils eux-mêmes, ils ont les sociétés privées militaires. Ça, c'est des malhonnêtes, ces gens. Alors, sous la bannière donc de Gali Security, qui était payé par le contribuable camerounais au travers le PMC camerounais, j'assume ce que je dis parce qu'il y a les éléments. Oui. Quand on se rend donc compte que la présence de Barkhane du côté du Mali ne fonctionne plus trop, qu'est-ce que Ibrahim Boubacar qui t'a fait? Il sollicite, il commence par Michel Tomi, qui était le PCA de PMC ici, qui prend contact avec Bernard Chouatini, qui est le patron de Gali Sécurité, pour assurer sa sécurité rapprochée. Nous sommes là dans la multiplication des contrats. Les contrats géostratégiques, les contrats militaires, les contrats économiques. La preuve, c'est que dans le contexte justement de ces événements en 2014, 2015, Ibrahim Boubacar Keïta donne le contrat, un certain contrat à un certain Jean-Yves Le Drian. Vous savez à quoi consiste ce contrat? La production des passeports biométriques. C'est un très gros marché. C'est la contrepartie, l'une des contreparties de la présence française du côté du Mali. Quand je le dis, faisons donc le bilan de Barkhane. Si Barkhane avait rempli la mission promise, avait tenu les engagements promis, n'est-ce pas, aux Maliens, mais Barkhane ne serait pas parti par la petite porte, ou bien par la fenêtre. Mais c'est parce que cette mission-là a échoué
que Barkhane est parti la queue entre les jambes et par la fenêtre. Le constat est clair. Qu'aujourd'hui, Barkhane était au Mali pas pour défendre, pour assurer la sécurité du territoire malien, mais pour chercher d'organiser un sorte de califat au Mali. En créant des amitiés, je veux dire des connexions entre les éléments de Barkhane, c'est-à-dire de Paris, et c'est un groupe terroriste. Notamment, n'est-ce pas, la plupart de ces groupes terroristes étaient réunis au niveau dans la coordination des mouvements de l'Azawad. Et les groupes en Sardine et les autres. Les Yak Adgali. Donc je pense qu'aujourd'hui, le problème de fond, et qu'il faut d'ailleurs les retenir, c'est que aucune opération extérieure, qu'elle soit portée par les États-Unis, qu'elle soit, comme c'est le fil au cas en Afghanistan, qu'elle soit portée par la France et ses alliés, ne peut apporter aucun résultat probant sur le continent africain. Il s'agit du business, point barre. Parce que lorsqu'ils mobilisent le matériel, les hommes, ça a un coût. Qui alors de la coopération avec la Russie ou la formation des FAMA, par exemple, a été effective et la récupération de certains territoires également a été effective. Que dire de cela? Je pense que le partenariat avec la Russie, ça doit être un partenariat ponctuel, je veux dire provisoire. Parce que moi, je milite pour l'autonomie de nos forces armées de défense. Moi, je milite pour l'autonomie de nos forces de défense et de sécurité. Voilà. Vous ne pouvez pas quitter le paravent sécuritaire d'un pays pour entrer dans le paravent sécuritaire de notre pays. Mais la Russie, dans le contexte actuel, est le moins de mal, contrairement à la France. Parce que la Russie n'a pas un passé colonial chez nous. La Russie ne vient pas en prédatrice, ne vient pas en arrogant nous donner les leçons. Ou en soutien au terrorisme. La Russie ne vient pas s'occuper de notre cuisine interne, comme le fait régulièrement Paris. Donc, c'est le moins de mal. La Russie n'est pas cupide comme Paris. Donc il s'agit de profiter de cette coopération. Il s'agit de... Mais j'ai dit, elle doit être provisoire. Oui. Elle ne doit pas s'inscrire dans la durée. Elle doit être à moyen terme. Elle doit s'inscrire dans le moyen terme. Parce qu'il ne faut pas que les pays africains restent et demeurent sous l'assistanat. L'assistanat diplomatique, géopolitique, géostratégique et consort, les jeux économiques. Non. Vous ne pouvez pas prétendre vous émanciper et continuer à tendre la main pour quelques problèmes que vous avez sur le continent africain. Oui. Dans vos pays, non. C'est contradictoire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes majeur, Madame Begoudé. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes majeur tout en restant sur le toit familial. Ça veut dire qu'il y a une contradiction, n'est-ce pas? En effet. Donc, si vous êtes majeur, vous quittez le toit familial pour aller vous installer ailleurs. Donc, c'est la posture que doivent adopter les États africains, qui ont également un problème. Pour que nous puissions arriver à ce niveau, nous devons pouvoir s'engager dans un autre modèle politique qui doit s'inscrire dans l'unité politique du continent africain. Malheureusement, ça devait être très compliqué parce que vous avez les France-Africains, vous avez les francophiles qui sont à la tête de nos États, qui font des deals inacceptables avec Paris. Et ce sont ces mêmes centrafricains, France-africains, qui sont capables de vous dire que Assimi Goïta, c'est un mauvais élève, Kouadéra, c'est un très très mauvais élève. Pourquoi? Parce qu'il ne s'inscrit pas dans le paradigme, dans la dynamique de la rupture, dans la dynamique, n'est-ce pas, de l'autonomie, dans la dynamique justement du panafricanisme d'une manière générale, dans la dynamique du patriotisme. Il y en a qui c'est dans ça. Donc je crois qu'il faut donc déjà changer des leaders, des leaderships, si vous voulez, des leaderships, parce que cela s'impose. Même dans la dynamique panafricaniste, vous en aurez qui vont vous créer des dynamiques contraires à l'objectif justement escompté par la mouvance panafricaniste. Ça existe. Vous avez donc des gens qui pensent que non, qui continuent à vous dire au quartier que vous ne pouvez pas, tant que la femme n'est pas là, vous ne pouvez rien, tant que les États-Unis ne sont pas là, vous ne pouvez rien. Mais ce que j'oublie, c'est que derrière les États-Unis, vous avez beaucoup d'Africains qui travaillent pour eux et qui sont, je veux dire, très intelligents, qui ont de l'expertise dans leur domaine. Oui. Ça, c'est pour nous dire. Donc, quand je l'ai dit, alors je termine par dire quoi? Je termine pour dire que aujourd'hui, le Mali nous a donné à voir
ainsi que la Centrafrique nous ont donné à voir que les opérations extérieures, c'est du business, c'est des contrats mafieux. C'est-à-dire qu'on vous empêche de vous projeter, de vous émanciper. On vous soumet sous la coupole des influences des puissances étrangères. C'est ça qu'il est question. Dans la géopolitique, dans la nouvelle configuration géopolitique qui est en train de se mettre en place, quelle est la place des deux États? C'est ça la question. Est-ce que nous allons continuer à être ce continent qui tend la main, qui, pour nourrir sa population, doit aller chercher les céréales en Ukraine ou bien à Moscou? Est-ce que nous devons continuer à être ces États qui, pour assurer la protection de ces populations, il faut aller chercher les drones turcs, les chars de Gaulle à Paris, ou bien aller chercher la bannière sécuritaire de la Russie? Non. Je crois que c'est ça qui est important. J'ai l'habitude de citer un exemple, j'ai l'habitude de prendre. Parce que je suis fier de cet exemple-là. Oui. Si, on peut tout le reprocher à un dirigeant camerounais, mais si c'est lui qui incarne en premier lieu les institutions de la République du Cameroun n'avait pas été un visionnaire pour réformer l'armée en 2000, je peux vous dire que Boko Haram serait arrivé au palais de Touré à Yaoundé. Et justement parce qu'il y a eu donc cette réforme de l'armée que nous pouvons avoir une armée que vous connaissez et qui participe aux missions de maintien de la paix avec professionnalisme. Est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a au Cameroun, est-ce que dans les différents fronts que vous connaissez, Boko Haram, dans la région septentrionale du pays, les sécessionnistes, dans le nord et le sud-ouest, vous avez vu la présence d'une armée étrangère dedans? Non. C'est l'armée camerounaise. Uniquement. Uniquement. C'est ce à quoi je pense que la plupart des États africains doivent aspirer. Merci, Monsieur Aïssi. Eh bien, on nous fait comprendre que Monsieur Tallo Tallo est revenu, lui qui avait une urgence tout à l'heure. Monsieur Tallo Tallo, nous parlons de la relation entre la France et le Mali, mais surtout sur le plan sécuritaire, avec la présence de Barkhane, qui d'ailleurs s'en est allé 10 ans plus tard. Est-ce que c'était l'échec? Avec Monsieur Aïssi, on a essayé de faire un bref bilan, où celui-ci a mis en avant plusieurs exactions, plusieurs échecs, plusieurs mécontentements de la population et surtout sur le plan sécuritaire, aucun bilan probant ou alors palpable. Quel est votre avis à vous sur la question? Je rappelle, pour vous relancer, que lui, il parlait beaucoup plus d'une sorte d'armée africaine. Je crois que c'est bien de cela qu'il était question. J'ai indiqué que nous devons mettre l'accent sur la formation, sur les réformes de nos armées. Oui. Pour être indépendant des armées étrangères. Pour être à l'abri des armées d'occupation. Parce qu'il s'agit des contrats. Lorsque ces opérations extérieures des puissances étrangères s'adossent sur des contrats très faramineux qui coûtent très cher à nos États. C'est le cas des opérations extérieures françaises, des opérations extérieures américaines. Oui. À la fin, vous constaterez que partout où ces forces, ces opérations extérieures sont déployées, elles vont partir sans aucun résultat. Parce que, de mon point de vue, et je suis pas là, de notre point de vue, très souvent, la solution à ces problèmes est plus politique que militaire. D'accord. Merci, Monsieur Tallo Tallo. Vous avez donc la parole. Alors, je partage totalement ce qu'a dit mon co-panéliste et j'ajoute ceci. Une puissance militaire est une puissance qui fabrique elle-même ses armes, à majorité ses armes. Ce n'est pas un pays où on appelle puissance qui achète des quantités d'armes provenant de quelqu'un d'autre, même si c'était son père, même si c'était sa mère. Ce n'est pas une puissance militaire, parce que à partir du moment où vous achetez tout, même les munitions, il suffit juste d'avoir un problème avec votre vendeur, c'est fini. Hein. Vous êtes cuit là. Même si vous n'avez pas de problème avec lui, mais s'il voit que ses intérêts sont plus ailleurs que chez vous, eh bien, il va commencer à jouer le double jeu et puis vous tomber. Donc, pour compléter ce que vient de dire, l'indépendance totale, ça commence par la fabrication de nos armes. On doit fabriquer nos armes par nous-mêmes. Et nous avons aujourd'hui la Russie qui est plus ou moins disposée, je pense, même si l'esprit n'est pas totalement, à nous accompagner dans le transfert des technologies. Cela dépend de la volonté de nos chefs d'État et de leur politique.
à mettre en place. Il ne faut pas qu'il se limite juste à dire on achète les armes. On doit mettre en place, en collaboration avec la Russie et les autres qui sont prêts à le faire, que ce soit Corée du Nord ou autre, des industries de fabrication des armes de protection massive. Moi, je ne parle pas de destruction massive, de protection massive. Parce que notre but, ce n'est pas comme les autres pour pouvoir aller tuer les autres, mais c'est pour nous protéger. Et en protection, on peut anticiper. C'est-à-dire que ça peut être des armes de dissuasion comme les autres, ou encore plus que ça. Alors, pour revenir à la question, c'est dire Mali, France, de Serval à Barkhane, 10 ans après l'échec. Alors là, il va falloir définir ce que c'est que quand on parle d'échec. Moi, je parlerai d'échec lorsque la première intention de la personne qui est venue genre pour aider était vraiment destinée, fait sincèrement pour aider. Et que cette personne a échoué pour des raisons ou une autre, et là je dis qu'elle a fait échec. Il faut qu'on soit vraiment, on se comprend sur les termes. Mais si l'intention de la personne venant aider n'était pas au départ destinée pour aider, on ne peut pas parler d'échec. J'espère que je me fais comprendre. Alors, la France au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Faisons un peu d'historique. La France, et pendant les années 2011, 2002 jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de choses, non seulement au Sahel, c'est-à-dire au Mali, qui se sont passées. Il y a eu d'abord la Côte d'Ivoire. La France a bombardé. Elle a séquestré le président, elle l'a déporté à la CPI. Donc, ils l'ont pris en otage. Au même moment où il y avait en Côte d'Ivoire, il y avait aussi en Libye. Pourquoi? Côte d'Ivoire, on le sait, parce qu'à un moment donné, Côte d'Ivoire Gbagbo cherchait à prendre son indépendance jusqu'à être sur le point d'appuyer sur le bouton pour pouvoir édicter les biens c'est-à-dire la monnaie ivoirienne. Parce qu'on avait tout verrouillé. Même les médicaments étaient interdits. L'ONU, les Occidentaux ont interdit la vente des médicaments aux Ivoiriens pour laisser les Ivoiriens mourir. Et le président a dit, miette, vous n'allez pas me le faire. Ils l'ont déporté. Au même moment, dans cette même année de 2011, ils ont attaqué la Libye, c'est-à-dire ils ont attaqué l'Afrique. Pourquoi? Parce que comme nous le savons aujourd'hui, la Libye avait pris, le président de la Libye, le guide libyen, avait pris la tête des pays africains pour pouvoir sortir l'Afrique de la dépendance occidentale économique, en mettant en place une banque centrale africaine, comme la satellite des télécommunications, plein de choses pour pouvoir sortir l'Afrique. Non seulement la France, mais tous les Occidentaux avaient vu, oh, ça c'est rouge. Ça c'est un grand danger. Ils ont attaqué la Libye. Nous en avons presque terminé, oui, on pourrait peut-être rester dans le sujet. Alors, oui. Alors, donc, comme on a presque terminé, je vais raccourcir ça. Donc, du coup, l'intervention française, en fait, au Mali, n'était pas dans le but de pouvoir venir aider les Africains ou les Maliens. L'intervention française était faite pour pouvoir venir faire la suite du dégât qu'ils avaient commencé, et ils avaient commencé à amplifier parce qu'ils n'ont jamais arrêté, amplifier partout en Afrique. C'était le but. Et quand ils sont venus, le nord du Mali, c'était une partie du nord du Mali qui était occupée. Mais à leur sortie, presque à leur sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Presque tout le Mali était envahi par les terroristes, et non seulement le Mali, tous les pays à côté étaient commencé à être attaqués. Burkina Faso, même Bénin, Togo aujourd'hui, même la Côte d'Ivoire, le Sénégal, un tout petit peu, le Tchad. Est-ce qu'on peut parler, si on se met dans la définition de ce que j'ai dit, échec, comme je l'ai défini, est-ce que la France a fait échec par rapport à son intention réelle? La France n'a pas fait échec, puisqu'elle a reçu une partie de sa mission qui est de détruire, hein, je dis bien. Elle a reçu sa mission, une partie de sa mission qui est de détruire. Elle fut arrêtée par le panafricanisme, par les médias panafricains, par For You Media, par les panélistes comme le président Bandakani, comme mon companéaliste, comme tous ceux qui sont passés, comme les leaders panafricains, Kémy Seba, Egunti, l'homme du métro, Nathalie Young, tous ces panafricains, ceux que je n'ai pas cités, ceux-là, et le peuple africain qui a compris ces gens, ces médias, qui s'est réveillé.
C'est ça qui a fait l'échec. Maintenant, on peut parler d'échec de la France. Mais la France et les Occidentaux étaient sur le point de réussir leur vraie mission qu'ils étaient venus pour. Donc, nous devons nous réveiller et comprendre et vraiment dire ces mots-là pour ne pas que le peuple africain pense que oui, ils sont venus, mais ils n'ont pas réussi leur mission. Non, ils ont réussi leur mission de destruction. Et nous les avons arrêtés. Le panafricain s'est arrêté. Et l'Afrique, pour finir, l'Afrique doit, et compléter encore ce que mon compatriote a dit, doit mettre en place, fabriquer ses armes de protection massive. Il s'agit de ça, prendre son indépendance et non pas continuer de dépendre de quelqu'un ou alors de l'assistance ou alors d'acheter. Merci, bonne journée à vous, bonne journée à tous les Africains, à toutes les populations du monde qui luttent pour la liberté. Et aussi, il faut soutenir For You Media. J'appelle aux chefs d'État africains, soutenez For You Media et tous les panafricains qui luttent pour l'indépendance de l'Afrique. Merci. Merci, Monsieur Tallo Tallo. Au revoir et à très bientôt. Eh bien, Monsieur Aïssi, on en a pratiquement terminé. Peut-être 2 minutes pour un mot de fin sur notre dernière thématique. Non, je veux dire, pour le mot de fin, je vais dire quelque chose en 2 phrases. Oui. Relativement aux 2 autres thématiques de ce matin, la première chose, c'est que nous constatons malheureusement sur le continent africain que les casques bleus de l'ONU commencent à faire dans la sous-traitance des missions clandestines. Et ça ne peut pas continuer. Si l'ONU a besoin de se déployer sur un territoire, nous lui suggérons désormais d'aller se déployer du côté de l'Ukraine où justement il y a matière à faire et non sur le continent africain. Ça c'est important de le dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que par rapport au deuxième thème, les missions extérieures qu'exportent je veux dire les stampilles des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne ou bien de la France, c'est des gros contrats. Eh bien, c'est des très gros contrats. Ouais. Il y a une contrepartie derrière. Qu'on ne vous dise pas qu'ils viennent sur le continent africain en mission civilisatrice, en mission de sauvetage, comme c'est le narratif, comme en ce qui concerne par exemple l'opération Barkhane, où vous avez l'opinion publique française qui vous fait croire que parce qu'ils ont perdu 52 hommes, presque 55 hommes du côté du Mali, c'est un sacrifice. On ne les a pas appelés. C'est un contrat qu'ils sont venus exécuter. Par contre, en contrepartie, nous avons des millions d'Africains qui ont sacrifié de leur vie pour libérer la France. Ça, il faut également qu'ils se rappellent que c'est quoi 50 personnes comparativement à des millions de personnes qui sont morts pour la libération de la France dans le contexte des 2 guerres, c'est-à-dire la première et la deuxième guerre mondiale. Nous en avons. Il y a des survivants qui n'ont même pas pu bénéficier de la reconnaissance de la France. Oui. Ça, il faut le rappeler. Que quelqu'un ne vous dise pas que la France a perdu 59 larrons du côté du Mali, et pour aller sur le Mali, mais il faut lui opposer que nous avons des millions d'Africains qui sont morts pour aller libérer la France. La contrepartie, c'était quoi? L'ingratitude de la France. Merci infiniment, Monsieur Anatole Albert Aïssi. Merci également à Monsieur Tallo Tallo qui était des nôtres sur ce plateau, l'émission For You Matin de ce matin, le 12 janvier.